invité, Karim Baldé. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes journaliste sportif, vous êtes chef de l'agence de presse Baldé Productions qui couvre notamment l'actualité sportive africaine. Vous avez commenté plusieurs matchs d'ailleurs de cette Coupe du Monde des clubs. Votre impression d'abord sur ce match hier soir? Incroyable cette année du PSG. On manque de mots, phénoménal, incroyable. Et surtout, moi, ce que je retiendrai, c'est la sérénité absolue. Il y a quelques mois en arrière, quand le Paris Saint-Germain affrontait des grands clubs européens, même si le PSG pouvait mener 1-0 ou 2-0, on se disait, on ne sait jamais. On se souvient de la remontada, on se souvient du match de Manchester United. Tout ça, c'est du passé. Là, à 3-0 au bout d'une demi-heure, on voyait que c'était juste plié et que le Real n'allait pas pouvoir apporter de réponse. C'est là où le PSG a vraiment changé au niveau de son approche des matchs et au niveau de sa gestion des matchs. La deuxième mi-temps face au Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des clubs a été du garbage time, comme on dirait en NBA, c'est-à-dire du temps poubelle, du temps qui ne servait à rien, tellement le PSG était dominant. Ça tient à quoi ce succès cette année? Parce que saison après saison, on a eu des stars, on a eu Neymar, on a eu Kylian Mbappé. Finalement, ça tient surtout au collectif. Plutôt que de mettre une star en avant, on a des joueurs de talent. Ça tient à beaucoup de choses. Ça tient déjà effectivement à la force collective. Le fait qu'on voit des attaquants, notamment parisiens, pressé très haut, c'est-à-dire qu'on voit les attaquants parisiens comme Ousmane Dembélé, comme Kvaratskhelia par exemple arriver cet hiver, même quand ils perdent le ballon, ils vont retourner quasiment au niveau de leur défense pour aider leurs défenseurs. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas voir avec Messi, avec Neymar ou avec Mbappé, ça c'est une grosse différence. La deuxième grosse différence, c'est bien sûr l'entraîneur. Luis Enrique a façonné tout cela. Déjà, il y avait les signes l'année dernière, mais dans le documentaire qui lui était consacré par la télévision espagnole, ça se termine en disant... On le voit dire à la fin de ce documentaire, vous verrez l'année prochaine ce sera mieux parce que cette fois-ci je pourrai tous les contrôler, je pourrais contrôler tous les joueurs, sous-entendu que Kylian Mbappé, lui, je pouvais pas le contrôler puisque il jouissait d'une liberté. Et donc là on voit à quel point finalement cette équipe a été façonnée à l'image de Luis Enrique avec beaucoup d'intensité et à la fin ça donne cette masterclass qui va au-delà de toutes les espérances parce que on pouvait s'imaginer Paris aller loin en Ligue des Champions, mais de les voir écraser tout le monde à ce point-là, ça c'est quand même absolument phénoménal. Et donc là c'est la Coupe du Monde des clubs, compétition un peu particulière qui surprend un peu tout le monde. D'abord par son organisation, ça se passe aux États-Unis, les stades ne sont d'ailleurs pas forcément pleins. C'est quoi votre bilan de cette Coupe du Monde des clubs? C'est assez mitigé quand même dans l'accueil. Mitigé, ouais, c'est bien le mot parce que déjà on ne savait pas à quoi s'attendre en termes de ferveur. En termes de ferveur, même en Europe, parce qu'on sort d'une très 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 longue saison. Le Paris Saint-Germain a joué 63 matchs maintenant, le Real en a joué 67. Les supporters européens sont la tête tournée plus vers les vacances, on va dire, donc ça apparaît comme un bonus. Le deuxième problème, c'est que les stades, effectivement, non seulement n'étaient pas pleins, ce qui en soi n'est pas un problème, mais là vraiment, on a vu des stades lors de la phase de poule avec quasiment personne. On se souvient de certains matchs où il y avait peut-être 5 000, 10 000 spectateurs, pas plus. Les matchs à Charlotte, il n'y a que le Real Madrid qui peut remplir en semaine, en journée. Ça, c'est l'autre problème aussi. Une programmation en journée, en semaine aux États-Unis, forcément les stades vont sonner creux. Et même pour ces matchs clés, finalement, la FIFA a dû brader ses tickets. Pour le match de Fluminense-Chelsea, c'était quasiment 14-20 $, pas plus pour avoir un billet. C'est dire à quel point la FIFA a dû faire beaucoup d'efforts sur le plan tarifaire pour attirer un maximum de personnes dans les stades. C'est pas bon avant la Coupe du Monde qui sera organisée là-bas. Elle va pas se passer qu'aux États-Unis. Au Mexique, il y aura du monde dans les stades. Oui. Mais aux États-Unis, c'est mauvais signe tout ça. Pour moi, ce sera différent parce que la Coupe du Monde des Nations va forcément drainer beaucoup plus de touristes, de supporters qui vont venir spécifiquement pour l'événement. Donc quand on a des touristes, des supporters qui viennent par exemple de France, d'Italie, enfin l'Italie va peut-être pas jouer à la Coupe du Monde, mauvais exemple, d'Angleterre, d'Espagne ou d'autres pays, eux vont venir spécifiquement pour aller voir les matchs. Donc que les matchs aient lieu à 9h du matin ou à minuit, ces personnes-là seront au stade. C'est ça la différence avec la Coupe du Monde des clubs où les supporters européens ne se sont pas déplacés. Les supporters d'autres équipes sont venus, un peu des équipes asiatiques, un peu des équipes africaines, des équipes sud-américaines notamment, les équipes brésiliennes. Mais c'est pas assez pour remplir les stades pour une Coupe du Monde des clubs. C'est pour ça que je fais une grosse distinction entre ce qu'on voit maintenant et ce qu'on verra certainement l'an prochain pour la Coupe du Monde des Nations. Et on a parlé des spectateurs, mais pour les joueurs, vous l'avez dit, 67 matchs, c'est ça pour le Real, 64 pour le Paris Saint-Germain. On le rappelle, la Ligue 1, ça reprend le 15 août. C'est bientôt, à peine un mois de pause. Certains diront les joueurs sont très bien payés, certes, mais leur job, il est physique. Ils doivent se reposer. C'est pas trop de compétition? Ah si, ça fait trop. Ça fait trop et surtout que non seulement il y a de plus en plus de compétitions,
mais on rallonge de plus en plus ces compétitions. Ouais. La Ligue des Champions a été rallongée. On est passé de 6 matchs de poule à une phase de saison régulière avec 8 matchs. Donc déjà, ça rajoute le Paris Saint-Germain qui a disputé les barrages, a joué 17 matchs de Ligue des Champions. Alors qu'avant, les campagnes européennes, au maximum, quand les équipes allaient au bout, c'était 12-13 matchs maximum. Donc on rallonge les compétitions. On rallonge également, on rajoute des compétitions comme celle-ci parce que avant on avait une Coupe du Monde des clubs à 8 équipes, mais les équipes européennes étaient exemptées des premiers tours, donc elles n'arrivaient qu'en demi-finale ou en finale selon les années. Sachant qu'en plus, au niveau de la FIFA, on a cette Coupe du Monde des clubs à 32 équipes tous les 4 ans, Ouais. mais l'ancienne formule subsiste, elle a été renommée Coupe intercontinentale et elle a lieu tous les hivers, donc ça se rajoute en plus. Donc le Paris Saint-Germain, en étant champion d'Europe, va également jouer cette compétition qui aura lieu quelque part en décembre ou en janvier prochain. Donc ce sont des saisons qui n'ont plus de début, plus de fin, et c'est très dangereux pour la santé des joueurs parce que là on ne parle même pas des joueurs qui jouent en sélection, et c'est le cas de ces joueurs-là qui jouent pour la plupart dans leurs équipes nationales. On a très peu de temps, malheureusement. Les clubs européens sont clairement fait remarquer pendant cette compétition. Mais ça a quand même été une vitrine pour certains. Je pense aux Saoudiens, par exemple. Al Hilal, ça leur a permis, avec Cristiano Ronaldo, de se mesurer à d'autres clubs. Qui sort vraiment son épingle du jeu? Les Européens, mais dans tout ça, les clubs africains, par exemple, ils sont oubliés? Les clubs africains n'ont pas pu briller. Alors on pourrait revenir en long en large sur le pourquoi les clubs africains n'ont pas brillé, parce que les clubs africains, c'est souvent Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, clairement, et rien au milieu. Donc forcément, le niveau n'est pas assez élevé au niveau des compétitions interclubs africaines. Les équipes qui se sont fait remarquer, c'est plus en Amérique du Sud, et notamment les clubs brésiliens. C'est eux qui attendaient avec impatience cette Coupe du Monde des clubs pour se mesurer aux grands clubs européens. Et quand on voit le parcours de Fluminense, par exemple, quand on a vu même Flamengo qui allait jusqu'en huitième de finale, c'est dire à quel point les clubs brésiliens, eux, étaient au rendez-vous. Pour les autres, ça a été relativement décevant. Al Hilal, c'est un cas particulier parce que ils ont quand même des joueurs de renom, Kalidou Koulibaly, Yacine Bounou, notamment dans la cage. Donc c'est un faux petit pousset, en quelque sorte. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils se sont quand même fait remarquer en tenant échec le Real et en allant loin dans la compétition. Rapidement, votre pronostic pour dimanche? J'ai du mal à voir, vu ce qu'on a vu là, comment le PSG ne pourrait pas gagner, surtout que Chelsea, c'est une équipe dans une méga construction générale. Maresca a fait du bon travail sur le banc de Chelsea, mais c'est un effectif pléthorique et Paris est sûr de sa force avec une tactique claire, un état d'esprit clair et un but clair, c'est de remporter un maximum de trophées, dont cette Coupe du Monde des clubs. Merci beaucoup, Karim Baldé, de nous avoir éclairé ce matin. Merci.